Bienvenue tout le monde, tous les élèves du deuxième année bac. Dans cette vidéo, on va parler des ondes mécaniques progressives. La première leçon de la partie des ondes, donc on parle des ondes mécaniques progressives. Les objectifs de cette leçon, la première est de parler de la notion d'une onde mécanique. C'est quoi une onde mécanique progressive? Deuxième objectif, quelles sont les propriétés d'une onde mécanique? Troisième objectif, quelle est la célérité d'une onde mécanique? Et dernièrement, quelle est la notion du retard? Donc on va définir c'est quoi un retard. Premièrement, la notion d'une onde mécanique progressive. Donc, trois expériences pour expliquer ou bien pour définir l'onde mécanique progressive. Donc, la première, de connaître l'onde qui se propage le long d'une corde. Deuxième chose, le long d'un ressort. Et troisième exemple, une onde à la surface de l'eau. Donc, pour ces expériences, donc on va voir trois simulations des expériences et on va répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'on observe? Donc à chaque simulation ou bien chaque expérience, quelles sont les observations qu'on observe dans ce cas? Deuxième question, est-ce que le changement observé, ça sera local ou bien le long du milieu? Est-ce que ce changement est temporaire ou bien permanent? Est-ce que la matière se déplace? Donc, il faut répondre à ces questions pour avoir la définition d'une onde mécanique progressive. Donc, première chose, l'onde qui se propage le long d'une corde. Donc, prenons cet exemple. L'exemple d'une corde. Donc, on a donc la corde est constituée de la matière, donc il est constitué de plusieurs points qui sont constituants de la matière. On va voir les observations. Donc, qu'est-ce qu'on observe lorsqu'on fait une perturbation dans une extrémité de la corde? Et on va voir le mouvement des points bleu, donc deux points, donc le premier point et le deuxième point, quelles sont les observations qu'on va observer. Donc prenons ce cas. Donc première chose, on crée une perturbation à l'extrémité, donc cette perturbation se déplace. On va revoir cette simulation. Donc qu'est-ce qu'on observe? Donc, lorsqu'on fait arrêter cette simulation, donc on va voir que dans ce cas, le déplacement, ça sera local, c'est-à-dire cette perturbation dans une position seulement et n'est pas à toute la corde. Donc, c'est un changement local. Deuxième chose, cette perturbation dure une durée très courte, c'est-à-dire elle est temporaire et n'est pas permanente. Donc cette perturbation dure quelques secondes. Donc on dit que ce changement ou bien que cette perturbation est temporaire. Et troisième chose, est-ce que les points bleus ou bien les points rouges se déplacent? Se déplace, c'est-à-dire est-ce qu'ils font le mouvement horizontalement ou bien dans ce cas on va voir chaque point. Donc vous voyez ce point bleu, donc il vibre mais d'une façon verticale seulement. Donc il vibre verticalement et n'est pas horizontalement. Donc dans ce cas on dit que le point ne se déplace pas. Lorsque tous les points de la corde ne se déplacent pas, on dit que la perturbation ou bien que l'onde ne se déplace pas, ou bien la matière
ne se déplace pas. Donc chaque point fait sa vibration d'une façon verticalement, donc il se déplace verticalement, mais il n'est pas horizontalement. Donc ça, la réponse des trois questions pour la première exemple, bien pour le premier exemple qui est l'onde qui se propage le long d'une corde. Pour la deuxième expérience, même chose. La perturbation qui se propage le long d'un ressort. Donc voyons cette expérience, mais on va voir d'une façon ralentie le mouvement lorsqu'on fait une déformation le long de ce ressort dans une position quelconque. Donc dans ce cas, on voit que voyons que ce déplacement reste localement et n'est pas le long de ce ressort. Donc c'est une déformation, bien c'est une perturbation locale. Et encore, ce changement-là, il reste un temps ou bien une durée très courte. On dit que ce changement-là est temporaire. Et donc si on voit ce spire, donc le mouvement du spire, lorsque la déformation arrive à ce spire, donc il vibre, puis il revient à sa position initiale. Donc voyons, donc chaque spire donc se vibre, puis il revient à sa position initiale. Donc il n'aura pas le déplacement de la matière. Donc troisième exemple, l'onde qui se propage ou bien à la surface de l'eau. Dans une cuve à ondes, donc on fait des vibrations à l'aide d'un vibreur. Donc dans ce cas, la vibration se fait d'une façon successive. Donc pour avoir des vibrations, donc on voit encore que chaque vibration dure un temps quelconque, donc c'est une durée très courte, puis la matière ne se déplace pas si on pose ou bien un ballon à une position quelconque. On va voir que ou bien ce point-là se vibre d'une façon verticale, mais il ne se déplace pas d'une façon horizontale. Donc on dit que la matière ne se déplace pas. Donc d'après ces trois exemples, on peut donner une définition d'une onde mécanique d'une façon générale. Puis on va encore définir l'onde mécanique progressive. C'est quoi progressive? Progressive, dans ce cas, la vibration créée se fait d'une façon donc successive, donc d'une façon permanente. On dit dans ce cas que l'onde est progressive. Donc, une perturbation est une modification. Donc, on a, après la création de la perturbation, cette modification-là est locale, temporaire, d'une propriété d'un milieu quelconque. Donc, on dit qu'une onde mécanique est le phénomène de propagation de la perturbation de le milieu matériel élastique. Donc, les trois milieux qu'on a déjà vus, d'après les expériences précédentes, sont des milieux matériels, c'est-à-dire contenant la matière, et élastiques, c'est-à-dire ils sont déformables, donc on peut les déformer pour avoir la perturbation ou bien la modification sans transport de la matière. Donc la matière ne se déplace pas ou bien ne se transporte pas, mais avec le transport d'énergie, donc comme on a déjà vu. L'onde mécanique progressive est une onde qui se propage d'une façon continue. Donc lorsque le vibreur qui crée la perturbation se fait d'une façon successive ou bien d'une façon continue, on dit que l'onde mécanique est progressive. Donc l'onde mécanique, c'est la propagation de la perturbation dans un milieu matériel élastique sans transport de la matière, et
cette onde mécanique, ça sera progressive lorsque la perturbation se fait d'une façon successive ou bien d'une façon continue. Et ça, un exemple d'une onde mécanique progressive, donc la perturbation reste au cours du temps. Quels sont les types d'une onde mécanique? Selon la direction de la perturbation et la direction de la propagation, donc on dit la propagation d'une onde et non pas le déplacement de l'onde. Donc propagation, parce que la matière ne se déplace pas. Donc la direction de propagation d'une onde, on distingue deux types. Une onde transversale, lorsque la direction de la perturbation est perpendiculaire à la direction de la propagation. Donc exemple pour ce cas, onde le long d'une corde. Donc voyons, lorsqu'on crée une perturbation le long d'une corde, dans ce cas la direction de la perturbation, ça sera soit au haut soit en bas. Donc ça c'est un exemple. Donc la perturbation se fait en haut, puis le déplacement, il y a la propagation de l'onde se fait d'une façon horizontale, donc soit vers la droite, soit vers la gauche. Donc la direction de propagation. Donc on aura dans ce cas la direction de la perturbation et la direction de la propagation seront perpendiculaires. Donc dans ce cas, on dit que l'onde est transversale. Même chose pour une onde qui se fait à la surface de l'eau. Donc à la surface de l'eau, on aura plusieurs vibrations. Donc la source S, et on a la direction de la perturbation et encore la direction de propagation, parce que l'onde se propage dans ce cas dans un plan, donc on aura plusieurs directions. Donc dans ce cas, on voit que la direction de la perturbation et la direction de la propagation seront perpendiculaires, donc l'onde dans ce cas encore est transversale. Le deuxième type est l'onde longitudinale. Lorsque la direction de la perturbation est parallèle à la direction de propagation, on dit que l'onde est longitudinale. Ou bien on dit que les deux directions sont les mêmes. Donc lorsque la direction de la perturbation et de la propagation sont les mêmes, on dit que l'onde est longitudinale. Et l'exemple, c'est l'onde le long d'un ressort. Donc dans ce cas, lorsqu'on fait la déformation, ou bien donc la direction de la perturbation, la direction de la propagation sera vers la droite ou bien vers la gauche. Donc dans ce cas, les deux directions sont parallèles, on dit que l'onde est longitudinale. L'onde sonore. Donc définissons d'abord, dans cette paragraphe, on va définir l'onde sonore. C'est quoi une onde sonore? Est-ce que l'onde sonore, ça sera une onde mécanique, c'est-à-dire elle se propage dans un milieu matériel, élastique, sans transfert de la matière, avec transport d'énergie? Est-ce que cette onde est longitudinale ou bien transversale? Donc on va définir cette onde sonore. Donc on va faire deux expériences donc pour définir l'onde sonore. La première est de connaître la nature de l'onde sonore, est-elle mécanique ou non? Et la deuxième, on va faire quel est le type de l'onde sonore, est-elle longitudinale ou bien transversale? Donc dans ce cas, donc pour connaître la nature de l'onde sonore, donc on aura une sonnette. Donc une sonnette, on pose une sonnette à l'intérieur d'une cloche. Donc cette cloche-là, premièrement, est remplie par l'air. Donc dans ce cas, on va voir donc le son, bien l'onde sonore émis. Donc on va écouter le son émis par cette sonnette. Donc, et deuxième chose, on va faire vider cette cloche en utilisant une pompe à vide pour avoir le vide à l'intérieur de cette cloche. Et on va encore, est-ce que l'onde sonore se déplace ou bien se propage dans ce cas?
si à l'intérieur de la cloche est vide. Et deuxième chose, est de connaître l'onde sonore. Est-ce que cette onde sonore est longitudinale ou bien transversale? Donc on aura pour la dilatation et la compression. Donc on va répondre à ces deux questions. Est-ce que le son se propage dans le vide lorsqu'on fait vider l'intérieur de la cloche? Est-ce que cette onde sonore est longitudinale ou bien transversale? Les observations qu'on va voir dans ces deux expériences, lorsque la cloche est remplie par l'air, le son se propage. Donc le son se propage dans la cloche si elle est remplie par l'air. Lorsque la cloche est vide, c'est-à-dire l'absence de la matière, le son ne se propage pas. Donc on n'écoute pas le son émis par la sonnette lorsque la cloche est vide. Donc dans ce cas, on peut définir la nature de cette onde. Le son soumis au phénomène de compression et de dilatation, il se propage dans les mêmes directions de la perturbation. Donc la direction de la perturbation et la direction de la propagation sont les mêmes dans ce cas. Donc on va conclure que le son est une onde mécanique longitudinale se propageant dans les milieux matériels et élastiques. Donc c'est une onde mécanique parce que on a dit que le son ne se propage pas dans le vide et se propage seulement dans un milieu matériel comme un milieu qui contient de l'air par exemple. Donc, et longitudinal parce qu'on a dit que les deux directions sont les mêmes. Quelles sont les propriétés d'une onde mécanique progressive? La direction, donc la première propriété est la direction de propagation. L'onde se propage à partir de la source dans toutes les directions qui lui sont offertes. Dans les exemples ci-dessous, nous avons vu qu'il existait des ondes à une, ou bien deux, ou bien trois dimensions. Donc, la première est l'onde à une dimension, ou bien unidimensionnelle. Dans ce cas, l'onde se propage dans une seule direction. Donc, exemple, les ondes le long d'une corde ou bien d'un ressort. Donc, la propagation a une seule direction. Donc, on dit dans ce cas que l'onde est unidimensionnelle. Donc, deuxième chose, est l'onde à deux dimensions ou bien bidimensionnelle dans le cas de l'onde qui se propage dans un milieu plan. Donc, lorsque l'onde se propage dans un milieu, c'est-à-dire deux directions, on dit que l'onde est ou bien à deux dimensions ou bien bidimensionnelle. Et ça, c'est un exemple qui est l'onde qui se propage à la surface de l'eau. Troisième exemple, l'onde à trois dimensions ou bien tridimensionnelle dans le cas où l'onde se propage dans l'espace, c'est trois directions. Exemple de l'onde sonore. Donc l'onde sonore est reçue donc dans l'espace lorsque le haut-parleur émet une onde sonore. Donc à chaque point se trouvant à la proximité de ce haut-parleur, on va recevoir l'onde sonore. Donc dans ce cas, on dit que l'onde sonore est tridimensionnelle. Donc deuxième chose, la superposition de deux ondes. C'est quoi la superposition de deux ondes? Donc faisons encore une simulation de cette expérience pour avoir c'est quoi le croisement de deux ondes ou bien la superposition de deux ondes. Donc on aura dans ce cas l'onde qui se propage le long d'une corde. Donc on va faire une impulsion dans les deux extrémités. Donc on va créer la perturbation à gauche et une autre perturbation en haut, et on va lorsqu'ils se rencontrent, qu'est-ce qu'on va voir lorsque les deux perturbations se rencontrent à un point quelconque. Donc premièrement, on va faire une impulsion vers le haut dans cette extrémité, et dans l'autre extrémité on va voir encore une impulsion vers le haut, et on va voir. Donc voyons premièrement la direction de chaque perturbation. Donc la première qui arrive de gauche à droite et la deuxième arrive ou bien est dirigée de droite vers la gauche.
Donc ça c'est très très important de connaître premièrement le sens du mouvement de chaque perturbation. Donc lorsque les deux perturbations se rencontrent, qu'est-ce qu'on va voir? Revenons après le croisement des deux ondes. Donc on aura ou bien une amplitude pour chaque onde. Donc on a une amplitude Y1 et amplitude Y2. Lorsqu'ils se rencontrent, on va voir que l'amplitude de l'onde ou bien de la perturbation dans ce cas est plus grande que les deux autres. Donc on dit que les deux perturbations, bien que les deux ondes se croisent. Donc se croisent. Après le croisement des deux ondes, le sens de mouvement de chacun. Donc voyons encore. Donc la première continue son mouvement vers la gauche et la deuxième encore continue son mouvement vers la droite. Donc on dit dans ce cas que le croisement ne perturbe pas soit le sens, soit la vitesse, etc. Donc on va voir donc la même vitesse. Donc revoyons. Et voilà. Lorsqu'on fait l'impulsion vers le bas pour une extrémité, donc la première en haut, la deuxième en bas, les deux amplitudes sont égaux, donc c'est la même amplitude, presque. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on va voir? Après que les deux ondes se croisent, donc on va voir, voyons donc après, donc les deux amplitudes s'associent pour avoir l'onde qui est croisée. Et après ça, on va voir donc chacun des deux perturbations continue son mouvement ou bien dans le même sens. Donc ça c'est le croisement des deux ondes ou bien la superposition de deux ondes. La conclusion pour ce paragraphe avant la superposition. Donc on aura deux perturbations. La première, l'onde 1 arrive de la gauche vers la droite, la deuxième de la droite vers la gauche. Lors de la superposition, on aura une déformation bien d'amplitude égale à la somme des deux amplitudes. Après la superposition, on aura encore les deux ondes continues. Donc l'onde numéro 1 qui est de rouge, donc continue son mouvement dans le même sens, et l'autre encore dans le même sens. Deux ondes mécaniques peuvent se croiser, donc ça c'est comme conclusion. Donc deux ondes mécaniques peuvent se croiser sans se perturber. Au croisement, les amplitudes de deux ondes s'ajoutent algébriquement, puis après le croisement, chaque perturbation reprend sa forme initiale et continue à se propager sans avoir subi de modification. Donc il reprend sa forme de même vitesse, de même forme, donc sans changement. La célérité d'une onde mécanique progressive. La célérité, donc la vitesse ou bien la vitesse de propagation d'une onde. Donc prenons l'onde qui se propage le long d'une courbe et prenons deux points. Donc le premier point, donc la perturbation ou bien la déformation arrive au point M dans un instant Tm et arrive à un autre point de la même courbe dans un temps Tp. Donc dans ce cas, on définit la célérité de l'onde par la relation suivante. C'est la même relation qu'on a déjà vue d'après les niveaux précédents. Donc V égale à la distance sur le temps. Dans ce cas, si on prend la distance MP, il faut choisir encore le temps TP moins TM. Donc MP et le temps égale à TP moins TM. Avec V, la célérité en mètres fois seconde moins 1. Et D égale à MP et la distance, ce sera en mètres. Et delta T, TP moins TM, ce sera en secondes pour avoir la vitesse en mètres par seconde.
Une onde mécanique se propage à vitesse constante dans un milieu homogène. Donc, lorsqu'on a un milieu homogène, l'onde se propage le long de ce milieu de la même vitesse. Et dans ça, c'est une remarque très importante. La célérité V, ou bien la vitesse de propagation d'une onde se propageant sur une corde dépend de sa tension T et de sa masse linéique mu. La relation est V égale à le racine carré de T sur mu, avec T en newton, mu en kilogramme par mètre. Mu, c'est la masse linéique, c'est-à-dire la masse sur la longueur de la corde. Donc la masse de la corde sur la longueur de la corde, la masse en kilogrammes, la longueur de la corde est en mètres. Facteurs influençant la célérité ou bien la vitesse de l'onde. Quels sont les facteurs qui peuvent changer la célérité d'une onde? La célérité d'une onde ne dépend pas de l'amplitude de la déformation, mais seulement des propriétés du milieu. La rigidité du milieu. Plus un milieu est rigide, plus la vitesse augmente. La rigidité, c'est le contre d'élasticité. Donc, dans le cas où on a un milieu très rigide, par exemple pour la corde, sa tension est plus grande. Lorsque la tension de la corde est plus grande, plus que la vitesse sera augmente. Donc, lorsque T augmente, qui est la tension de la corde, la vitesse sera augmentée encore. L'inertie du milieu. Plus un milieu inerte, difficile à déplacer, plus la vitesse va diminuer. C'est quoi l'inertie? L'inertie, si on prend deux cordes de la même longueur, mais avec deux masses différentes. Donc, la corde a une masse plus grande. Lorsque la masse est plus grande, plus que la vitesse sera diminuée, mais pour la même longueur. Donc, si on a deux cordes de même longueur, de masses différentes, la vitesse sera diminuée pour que, ou bien si la masse de la corde est plus grande. Et le contraire est juste, c'est-à-dire lorsque la masse est diminuée, lorsque la vitesse sera augmentée dans ce cas. Pour les fluides, liquides ou les gaz, la célérité dépend de la compressibilité du fluide. La notion du retard. C'est quoi un retard? Soit une onde émise par la source S et se propageant avec la célérité V le long d'une corde. Soit une onde émise par la source S et se propageant avec la célérité V le long d'une corde. Donc, dans ce cas, on aura la même corde, mais on a plusieurs points de ce milieu. Donc le point S, donc si on crée une onde à l'instant t égale à 0, ou bien à l'instant t0, on a un point S. Cette perturbation arrive à un point M dans un instant tm et arrive à un autre point P à un instant tp. Dans ce cas, la perturbation en un point M du milieu à l'instant Tp est celle qui existait auparavant en un point M au temps Tm égale à Tp moins taux, avec taux étant le retard dans un milieu non dispersif. Donc dans ce cas, on a dit que la perturbation arrive à un point M à l'instant Tm, c'est la même perturbation qui va arriver au point P dans un instant Tp, mais avec une durée plus grande que Tm. Donc la différence du temps entre le temps d'enregistrement du point P, ou bien de la vibration du point P avec la vibration du point M, auront une différence du temps qui s'appelle le retard. Donc le point P vibre en retard avec le point M d'un temps qui est égal à taux. Donc pour calculer, on va encore utiliser la même relation, V égale à D sur delta T égale à MP sur TP moins TM. Donc dans ce cas, delta T égale à taux, donc taux égale à delta T, c'est-à-dire TP moins TM, qui égale à la distance parcourue
entre les deux points qui est M et P sur la vitesse de propagation de cette onde. Une autre paragraphe très importante, l'élongation d'un point. Si l'origine S et le siège d'un signal YS, le YS qui est l'élongation, donc lorsqu'on fait une perturbation en un point S, donc cette perturbation a une élongation ou bien une amplitude. À l'instant de date T, un point M d'abscisse X reproduira le même signal mais avec un retard taux qu'on a déjà expliqué d'après le paragraphe précédent. On aime le signal est de la forme YMT égale à YS T moins taux. YM à l'instant T égale à YS à l'instant T moins taux. C'est quoi T? Est-ce que T est le temps d'enregistrement ou bien de vibration de M ou bien de temps de vibration de T? Donc la justification, puisque le même signal arrive qui est à un instant au point S, c'est le même signal qui arrive au point M à un autre instant. Donc à l'instant TS, le signal serait au point S, et à un autre instant TM, le signal arrive à un autre point YM. Quelle est la relation entre les deux? TM égale à TS plus taux, puisque M reprend le même signal avec un retard taux. Donc c'est-à-dire le temps d'enregistrement de M égale le temps d'enregistrement du premier point plus un retard taux. Donc on va déduire c'est quoi TS. TS, d'après cette relation, TS égale à TM moins taux. Donc TS égale à TM moins taux. Et YM, donc si on reprend cette relation dans YM à l'instant TM égale à YS à l'instant TS, si on remplace TS avec TM moins taux, on aura que YM à l'instant TM égale à YS à l'instant TM moins taux. Mais dans cette relation, dans cette première relation, donc on constate que T est l'instant TM. Donc YM à l'instant T, c'est-à-dire YM à l'instant TM égale à YS à l'instant TM. Donc même temps qu'on va voir dans les deux côtés. On peut encore écrire que YS à l'instant T égale à YM à l'instant T plus taux. Donc même relation, YM à l'instant TM égale à YS à l'instant TS. Si on remplace TM par cette relation qui est égale à TS plus taux, donc on aura que YS à l'instant TS égale à YM à l'instant TS plus taux. Exercice numéro 1. On utilise un oscillographe à mémoire pour enregistrer le passage du son au niveau de deux microphones M1 et M2, distants de D égale à 100 cm. Les deux microphones sont alignés avec la source sonore qui émet un son bref et intense. Donc, on a une source sonore claquette. Les deux microphones reçus l'onde sonore émise par cette claquette, mais d'un retard, parce que les deux microphones sont distants d'une distance D égale à 100 cm. Donc, et on a un oscillographe qui transmet le signal sonore en un signal électrique qui est apparaître sur l'écran de cet oscilloscope. On aura donc une courbe comme cette figure-là. Donc dans ce cas, on a un mètre ou bien 1 milliseconde qui est égal une division donne 1 milliseconde et chaque division verticale égale à 200 millivolts. La sensibilité horizontale est 1 milliseconde par division et la sensibilité verticale est de 200 millivolts par division sur les deux voies. Premièrement, l'onde sonore est-il transversale ou longitudinale? Est-ce que l'onde sonore est transversale ou bien longitudinale? Deuxième chose, le passage de l'onde au niveau du microphone M1
déclenche l'enregistrement d'un signal sur le voie 1 de l'oscilloscope. Déterminer sur l'écran de l'oscillographe le retard avec lequel l'onde arrive au niveau du microphone M2. Et troisième question, calculer la vitesse de propagation de ce son. Et dernière question, le signal sur la voie 2 a-t-il la même amplitude que celui de la voie numéro 1 ou bien non? Donc on va expliquer la raison. Donc pour la réponse à la première, donc l'onde sonore est-il transversale ou bien longitudinale? La réponse est, on a déjà défini l'onde sonore, on a dit que l'onde sonore est longitudinale car la direction de la propagation est la même que la direction de la perturbation. Deuxième réponse. Donc le passage de l'onde au niveau du microphone M déclenche l'enregistrement d'un signal sur la voie 1. Déterminer sur l'écran de l'oscillographe le retard avec lequel l'onde arrive au niveau de M1. Si on revenons à cette image, donc le premier microphone reçu l'onde sonore de la claquette dans un instant, à l'instant si on dit t égale à 0, mais le deuxième microphone reçut encore le même signal mais d'un retard. Donc quelle est la valeur de ce retard? Donc on va voir calculer donc cette durée delta t entre les deux fronts de cette onde. Donc on aura 3 divisions et chaque division, on a dit que chaque division nous donne 1 milliseconde. Le retard avec lequel l'onde arrive au niveau du microphone M2, donc on aura cette durée qui est égale à SH fois X. SH est la sensibilité horizontale qui est égale à 1 milliseconde par division. Et X, le nombre de divisions qui correspond à T, à la période. Donc dans ce cas, SH est dans 1 milliseconde par division fois 3 divisions. Donc on aura le retard dans ce cas égal à 3 millisecondes. La vitesse de l'onde sonore. V égale à la distance entre les deux microphones sur le temps qui sépare la réception de l'onde pour les deux microphones. Donc la distance entre les deux d'après l'énoncé égale à 100 cm et le retard est égal à 3 10 moins 3, donc 333,3 mètres par seconde. Quatrième question, le signal sur le voie 2 a une amplitude inférieure. Pourquoi inférieure? Donc l'explication, l'onde se met au phénomène de l'amortissement. Donc lorsqu'on s'éloigne de la source de l'onde sonore, donc l'amplitude de l'onde sera diminuée parce que l'onde se met à un phénomène qui appelle le phénomène d'amortissement. Donc on aura la diminution de l'amplitude dans ce cas. Donc exercice numéro 2. Un émetteur et un récepteur d'ultrasons sont fixés sur deux couvercles vissés aux deux extrémités d'un tube étanche rempli d'eau. La distance émetteur-récepteur est notée D égale à 0,9 m. Voilà la figure numéro 1. Donc figure 1, on a un émetteur et un récepteur d'ultrasons. Et on a encore donc un tube rempli d'eau. On donne les oscillogrammes correspond à la même salve de tension émise et reçue. Donc on a l'oscillogramme qui est obtenu dans ce cas. Donc la première question, quelle est la fréquence des ultrasons? Deuxième question, quelle est la célérité de propagation des ultrasons dans l'eau? Troisième question, on remplace l'eau par d'autres liquides et on note le décalage delta T entre le débit des oscillations émises et le débit de la réception. Donc pour l'acétone, delta T égale à 0,76 millisecondes. Pour le glycérol, delta T égale à 0,47 millisecondes.
Et pour le kérosène, delta T égale à 0,68 millisecondes. Calculer la célérité de propagation des ultrasons dans ces liquides. Quatrièmement, on réalise une expérience identique dans un tube rempli d'air. Calculer le décalage delta T observé pendant la célérité des ondes ultrasonores dans l'air, V égale à 341 mètres par seconde. Donc pour la réponse à la première question, comment on va calculer la fréquence? Donc la fréquence dans ce cas, on a 4 périodes, donc combien le nombre de périodes qui correspond à 0,1. Si en revenant à cette figure, donc on a 4 T, donc la première, deuxième, troisième, quatrième, dans un temps égal à 0,1, donc on a 4 T, donc on écrit que 4 T égale à 0,1, donc T égale à 10 moins 4 sur 4, qui égale à 2,5 10 moins 5. La fréquence, donc, est l'inverse de la période, qui égale à 40 000 Hz. Deuxième chose, la célérité de propagation des ondes ultrasons dans l'eau. Donc V égale, on va utiliser la relation directe qui égale à D sur delta T. La distance entre les récepteurs et l'émetteur égale à 0,9 sur la durée qui égale à 0,6 millisecondes, donc égale à 1500 mètres, qui est la vitesse de propagation du son dans l'eau. Troisième chose, la célérité de propagation des ultrasons. Donc pour l'acétone, donc on va utiliser la même relation. Le chose qui change est delta T, donc la durée de recevoir ou bien le retard de recevoir entre l'émetteur et les récepteurs. Donc la même D, même distance, mais delta T change peu. Donc pour l'acétone, V égale à D sur delta T. Donc 0,9 c'est la même distance, mais 0,76 millisecondes. Donc on aura 1184 mètres par seconde. Pour le glycérol, même chose, delta T qui change, donc 0,47, on aura 1915. Pour le kérosène, même chose, delta T qui change, donc on aura 1324 mètres par seconde. La dernière question est de calculer le décalage delta T observé dans le cas où le tube est rempli par l'air. Donc dans ce cas, on va changer la matière contenant le tube. Donc le tube, pour les premières questions, contient l'eau, puis le kérosène, puis le glycérol, etc. et l'acétone. Donc dans ce cas, dans ce quatrième question, donc on va remplir le tube par l'air. C'est la même distance encore, donc V égale à D sur delta T. On aura donc la delta T égale à la distance sur V. Même distance, la vitesse est donnée 3000 ou bien 341, donc on aura 2,63 10 moins 3 égale à 2,63 millisecondes. Donc ça, tout ce qu'on a. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.